Comme toujours, les réflexions de Gustave partent d'un fait minuscule que je lui ai rapporté l'autre jour. Je lui ai dit que j'avais été pris à partie par un paysan au bord d'un champ au milieu de l'après-midi pendant que je prenais des photos avec un pied de professionnel au bord de la falaise de Saint-Julien, c'est-à-dire pas chez nous. Je ne sais pas si c'est l'importance de mon matériel, le pied en alu, le téléobjectif blanc, le gros boîtier qui avait inspiré à ce monsieur son acrimonie à mon égard, mais il a commencé à me reprocher de prendre des photos en lisière de son champ. Alors j'ai dit, ici visiblement c'est quand même un chemin communal, mais on va tout de même pas faire un bornage pour deux panoramiques. Alors là le type l'a mal pris, il m'a traité de tous les noms. Il m'a reproché d'habiter à Campagnol parce que le maire de Campagnol, soi-disant, était venu les faire chier, je cite, pendant une battue au sanglier récemment, sous prétexte qu'il ne respectait pas les distances entre chasseurs, ni le port du masque, etc. Comme ça, en pleine campagne. Il paraît que le maire de Campagnol a même téléphoné au sous-préfet pour essayer de les intimider à distance, ces chasseurs, en leur disant de remettre leur masque sur le ton. Tenez, je vous passe le préfet si vous voulez. Alors moi, j'ai demandé le lendemain au maire de Saint-Julien, que je connaissais un peu, qui était ce grossier personnage de paysan qui vous tombait dessus pour 3 photos de coucher de soleil. Et le lendemain encore, il m'en a reparlé en me disant, j'ai discuté avec lui, c'est vrai qu'il reconnaît qu'il a été violent, mais il était énervé ce jour-là. Et là, Gustave, qui était parmi nous, a enchaîné en disant, je crois que je vois le type, il a à peine 30 ans, il a été élevé comme ceux de sa génération, tout pour ma pomme, tu m'étonnes que sa femme se soit barrée avec ses 2 enfants, il te dit, j'étais énervé, il est énervé comme nous à cause de ses masques notamment, mais ce que je vois, c'est que son humeur du moment n'est pas seulement une excuse, elle gouverne le monde, ces gens ramènent tout à eux tout le temps, je suis énervé donc j'agresse, ce qui est important dans la vie, c'est comment je me sens, je suis comme ça, moi, on me refera pas, etc. Moi, c'est la seule chose qui compte. Ce sont des gosses que leur mère a interrogés dès le plus jeune âge sur ce qu'ils voulaient. Alors depuis, quand rien ne va dans le sens qu'ils veulent, ça les rend furieux contre le premier venu. Là, notre ami Maxime, l'ancien adjoint à la culture à la mairie de Villeneuve, a fait une intéressante digression sur l'art moderne, mais il a commencé par reprendre le fil là où nous l'avons laissé, c'est-à-dire aux familles où l'enfant est roi. Il avait eu plusieurs exemples autour de lui et il nous a raconté par exemple que dans l'une d'elles, la mère avait coutume de dire à ses filles à table, elle avait des filles de 3 et 5 ans, je vous ai préparé quelque chose, mais je ne sais pas si vous allez aimer. Alors évidemment, les 2 fillettes répondaient immédiatement, berk, berk, bec, on n'aime pas du tout, sans même regarder. Et bien peu à peu, a dit Maxime, ça donne des gamins qui, à l'âge adulte, se comportent en tout selon le même principe. Tout le monde doit se mettre à genoux à mon service, et c'est mon goût personnel qui décide et qui compte. Si moi je dis que telle orthographe, par exemple, ou telle signification pour tel mot sont les bonnes, j'irai presque changer le dictionnaire pour avoir raison. Et ça rappelle beaucoup Macron, a dit Maxime. Il a dit un jour, non, c'est pas un échec, ça n'a pas marché. C'est le syndrome du type qui ne peut pas avoir tort. Pendant son grand débat, par exemple, j'ai assisté à ça, je ne sais plus où, c'était, je ne sais plus dans quelle ville, on lui dit c'est cher les EHPAD. Il dit non, il y en a 1500, il y en a à 1500 euros par mois et 1700 quand c'est médicalisé. Le problème est qu'il avait des professionnels autour de lui qui lui ont tous dit non, non, c'est plutôt 2000 et 2500 et encore. Et au lieu de leur dire je vais vérifier, il leur a dit vous pouvez vérifier. On est gouverné par ce genre de mec maintenant, a dit Maxime. Mais je reviens à l'art contemporain depuis 40 ans. Le seul intérêt de ce truc, il paraît que c'est pas le résultat, c'est la démarche. C'est la version artistique du moi ça me plaît donc c'est comme ça. L'artiste a décidé que sa vision du monde avait plus d'importance que la tienne. Il travaille plus pour toi, pour flatter ton regard, pour se mettre à ta place, mais pour rester à la sienne, pour être fidèle à sa démarche, à ses valeurs et accessoirement pour parler le langage de ses semblables, parce que l'artiste contemporain habite dans un pays parallèle au nôtre qui a son vocabulaire, son univers, mais qui ignore absolument le nôtre, résolument le nôtre, qui n'entend même pas les critiques qui disent mais il n'y a rien à voir dans ce cadre et qui traite ces gens-là de réactionnaires, de révisionnistes, de complotistes, quand ils trouvent qu'un machin gonflable de 4 mètres place Vendôme, c'est de la merde. Désormais, quand on ne veut pas abdiquer tout jugement, on relève de la dissidence populiste. Et là, Gustave a repris au vol en disant, en fait, l'art contemporain, ou plutôt conceptuel, c'est à la fois la maquette et la caricature de ce qui nous arrive en politique. Quand tu regardes les opérations d'art contemporain achetées par les grandes villes, tu as l'impression que l'œuvre en elle-même n'a aucune importance. Il s'agit de se flairer le derrière pour être sûr qu'on fait partie de la même meute et de montrer les dents à ceux qui n'en font pas partie.
Dans la façon de voir la crise sanitaire, c'est pareil. Plus le gouvernement multiplie les absurdités, les décisions à la con sur les bars, les commerces, la grande roue sans passagers, le ski sans remontée ou le masque en plein air, plus il porte le masque sur les plateaux de télévision aussi, plus il essaie en fait de t'intimider pour que tu te sentes dissident, mal à l'aise si tu ne fais pas la même chose qu'eux et si tu ne penses pas comme eux. Le ministre de la Santé belge l'a dit récemment, il y a 2 jours, ce qui a fait beaucoup de scandale, il a dit la fermeture des commerces non essentiels ne répondait à aucune préoccupation de santé. On sait bien qu'on ne se contamine pas plus dans une droguerie qu'au rayon bricolage d'un carrefour, mais il fallait frapper les esprits, c'était psychologique. Alors en gros, donc il fallait introduire une suggestion, a dit Gustave. L'absurdité de la règle n'a donc aucune importance, ou plutôt plus c'est absurde, plus c'est vexatoire, plus c'est toi qui te sens coupable d'être traité comme ça. Enfin, c'est ce qu'ils veulent. L'humiliation de devoir dire et faire des choses ridicules sous peine d'amende, de souscrire à des hypocrisies sous peine de bannissement social, d'encourir la sévérité du regard de tes voisins. Tu retrouves ça partout en ce moment, y compris dans l'information. Puisque rien n'est plus annoncé dans les médias, si tu as lu quelque chose sur Internet sur la contestation du président américain, par exemple, à propos des fraudes électroniques, on te répond c'est sûrement faux, puisque la presse n'en parle pas. Ce qui me rappelle un peu la phrase de Fernand Reynaud, je comprends rien à ce qu'il dit, il doit être bête. Non, là où je veux en venir, nous dit-il, et justement notre ami l'abonné au Monde arrive à point nommé pour l'entendre, il était en train en effet de franchir le petit portail comme un conjuré, c'est que nous avons franchi une limite historique où les médias et une grande partie des médecins de plateau seront considérés à la Libération comme nos ennemis, des gens qui nous ont aliénés en souscrivant à une entreprise délibérée d'asservissement qui emploie des méthodes grossières, des méthodes qui nous font honte encore plus que tout le reste. Je te donne un exemple dont nous avons tous été témoins, l'agitation des Gilets jaunes à Paris quand le président est venu faire son guilux là dans les préfectures de province, genre Interville, en lançant un grand débat à la con au milieu de centaines d'élus locaux, stupidement respectueux alors que le peuple grondait à l'extérieur. Eh bien, par l'allemand, les manifestations sont devenues violentes à cause d'une centaine de types qu'on n'arrête jamais, qui sont les mêmes à chaque fois et dont les violences ne se déchaînent que pour discréditer la manifestation. L'abonné au Monde a dit, c'est ça, tu vas me dire maintenant qu'il les laisse faire. Oui, non, il les invite à le faire, a dit Gustave. Il faut te renseigner, mon vieux. Et c'est pas moi qui le dis, c'est une syndicaliste flic qui vient de le dire. Dès qu'il débarque dans une manif, les types en noir ont carte blanche. Oui, tu peux nous épargner tes allusions racistes, a dit l'abonné au Monde. Je vous laisse témoin de la bonne foi de notre invité, a dit Gustave. En tout cas, ça vient de recommencer avec la dernière manifestation, c'est tellement prévisible. C'est la diversion qui les intéresse. Dès qu'une annonce désagréable est faite par le gouvernement, on trouve n'importe quoi d'autre pour meubler l'antenne. S'il y a un attentat, par exemple, on en parle pendant 24 heures, en passant tout le reste sous silence, à tel point que les gens ricanent maintenant sur Internet en disant « Aïe aïe aïe, le président parle à la télé, on va avoir droit à notre attentat demain ». Non, mais tu donnes crédit à des choses pareilles, a dit l'abonné au Monde. Non, je constate que les gens le disent. Dès qu'une manifestation est un peu embêtante pour le pouvoir, les télés te passent un documentaire sur les tueurs en série ou les flamants roses, mais pas un mot sur la manif. En revanche, si une manifestation doit subir l'irruption des vandales, là, plus de documentaire, on te fait un direct de 3 heures de la Bastille, parce que le gouvernement a intérêt à ce qu'on voit les mecs en noir casser des vitrines. Attends, j'ai pas fini, a-t-il dit à l'abonné au Monde. J'ai gardé la meilleure pour la fin. Donc, tu fais le compte, en 3 semaines, on a appris qu'on était toujours bloqué, on a lâché la laisse d'un cran, qu'on n'avait plus de marchés locaux, plus de réveillons dans les bars, plus de vacances de ski, des queues sur le trottoir comme en 40. Et puis ce couillon-là, qui allait sortir d'une pub pour le cassoulet, t'explique que papy et mamie devront rester à la cuisine avec leur masque. Mais il y a bien pire, c'est que, comme dans tous les régimes pervers, on t'explique que tu es content quand même. Les sondages te le disent. Oui, on te dit que les sondages sont formels, les Français approuvent à 60 ou 70%, tout ça, c'est afin que tu te sentes encore plus coupable de n'approuver pas. Et il y a pire encore quand le président fait faire un sondage à son propre sujet, parce que ça, c'est sa grande passion, c'est miroir, mon beau miroir, dis-moi que je suis encore la plus belle. Eh bien, tiens, voilà notre Vladimir qui a flairé l'odeur du sang, dit-il. Alors il le fait venir, et donc il continue, oui, quand le président de la République fait interroger
les instituts de sondage sur sa popularité, elle monte à 49%. Alors là, tu vois, c'est un peu comme dans Gladiator, quand l'empereur romain fait humilier les vaincus avant de les faire tuer. Les 49% de Macron, c'est un peu comme s'il s'était dit, on va aller les voir dans leur prison pour leur faire dire au fer rouge qu'ils adorent leur prince et ils devront chanter une chanson en son honneur. Arrête, a dit le bonnet au monde, tu te discrédites complètement. Si ça se trouve, notre ami chroniqueur, là il parlait de moi, va mettre ça dans sa livraison hebdomadaire et tu seras ridicule. D'ailleurs, il n'y a pas ça du tout dans Gladiator. Alors j'ai dû voir ça dans un autre film, a dit Gustave. De mon côté, je me suis senti embarrassé et je leur ai dit que j'avais mené une enquête rapide par téléphone il y a quelques mois auprès de la direction d'un institut BVA. Et j'ai donc fait ce qu'il fallait et j'ai laissé mon nom au service de presse. Là, les gens ont regardé sur Google, ils ont vu qu'il y avait 12 pages de campagnol et que mon nom était associé au Figaro. Du coup, en l'occurrence, c'est le directeur du service qui avait réalisé le énième sondage de popularité du président qui m'a appelé au téléphone et qui m'a dit que toutes mes objections étaient légitimes, mais qu'ils font des corrections, figurez-vous. Alors, mes objections, c'est simple, je vous les résume. Quand on se renseigne, on voit qu'ils interrogent au téléphone et par Internet. Qui au téléphone? Des gens qui ont dit qu'ils n'étaient pas contre le principe des sondages et qui souvent sont listés d'après leur région, leur âge, leur profession. Et qui sur Internet? Des gens qui ont accepté de répondre et qui sont classés pareil. Alors Gustave a dit, il suffit de mettre plus de professeurs ou plus d'employés de banque. Et tu m'as compris. Non, 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 c'est bien pire que ça. Et je dis, ça exclut tous les gens qui ont dit, je réponds pas au sondage, j'ai dit pas de démarchage au téléphone, je me sers très peu d'Internet, je m'en fous de vos conneries. Donc ça exclut en gros tous les rouspéteurs. Donc à supposer que le chiffre n'ait pas été purement et simplement trafiqué après coup, là pour interroger une population saignée à blanc, ruinée, humiliée, pour l'interroger sur la popularité du président, qu'est-ce qu'ils prennent? Eh bien ils prennent que les gens qui ont dit oui, ils excluent physiquement les rouspéteurs par nature. Tu vois l'honnêteté. Ils ne les excluent pas complètement, il faut croire, a dit Gustave, puisqu'il reste 51% de mécontents. Donc, ai-je dit, je te laisse imaginer la manipulation, même en laissant de côté ceux qui détestent répondre, qui haïssent la politique, qui sont sur liste rouge, qui disent je m'en fous de vos conneries, ils écopent encore d'une moitié d'insatisfaits. Mais si tu rétablis les rouspéteurs, Macron passe à 10% de favorables. Un peu comme ici, tu prends Albert, notre ami du monde, là, tu le mets au bar un samedi, enfin quand il y avait des bars, et ben, il sera le seul sur 10 personnes à te dire que Macron n'est pas complètement fou. Et là, le jeune Vladimir a dit, il est aussi le seul à répéter depuis le 3 novembre à 20 heures que Biden a été élu, que c'est plus la peine de compter. À quoi nous avons déduit qu'il avait envie de parler de ça, mais il a eu la courtoisie de relier ce qu'il voulait dire aux propos de Gustave sur l'humiliation suprême infligée au peuple et qui consistait pour un président haï à faire croire que tout le monde l'adorait. Il a même dit, c'est comme dans Shrek, il ressemble au prince Charming, le prince charmant qui a des cheveux blonds. En tant que jeune homme, là c'est moi qui parle d'origine russe, Vladimir prend, comme tous les immigrés, ses références non dans l'histoire du pays d'accueil, mais dans le cinéma américain, et un peu, il est vrai aussi, dans l'histoire russe de son pays d'origine. Mais sur la France, il fait souvent l'impasse historique. En tout cas, il nous a bien amusés en racontant que dans la saga Shrek, le dessin animé, le prince charmant est le fils bellâtre, prétentieux mais soumis, d'une sorcière acariâtre et qui veut absolument le voir régner. Et là, tout le monde a pensé à quelqu'un de précis, c'est bizarre. Mais ce que Vladimir voulait dire, c'est qu'une affaire assez énorme était en train de grossir outre-Atlantique, que l'histoire de Trump n'était pas finie. Alors l'abonné au Monde il a dit c'est ça, ton Trump va être élu finalement, mais tous les tribunaux ont rejeté ses plaintes, c'est bizarre. Et j'ai dit quand on voit le dossier, oui en effet c'est un peu bizarre. Écoute, a dit Vladimir, je t'en veux pas de rien savoir, tu regardes la télé française, et il m'a parlé à moi qui regardais tout le temps la télé américaine au contraire, et j'ai confirmé ce qu'il disait. Il a dit notamment qu'il y avait une sorte d'audition en commission hier pendant 9 heures en Arizona et que là on avait appris que les machines à voter étaient reliées par Internet, ce qui est interdit, qu'elles se parlaient à toute allure pendant le dépouillement et que des interventions pendant le décompte avaient été repérées en provenance d'un serveur allemand. C'est quand même une déposition sous serment, et je précisais, or il se trouve que l'argumentaire de Trump et de son équipe, c'est qu'une magouille très organisée a été montée à travers ce matériel informatique fabriqué par des sociétés d'ailleurs qui ont un pied en Chine, et qui équipe beaucoup de pays européens, et dont le gouvernement français semble insister pour qu'il équipe un jour ou l'autre la France en 2022 par exemple. Vous m'avez compris.
Et là, comme tout le monde avait compris en effet, Gustave a sauté une marche, il a tiré la philosophie implicite de ce qui nous est infligé. Il a dit, le silence des médias français à propos de ce fait très important outre-Atlantique et même capital pour notre avenir est quand même terrifiant. Je crois que les médias en général, leurs propriétaires, leurs journalistes sont devenus nos ennemis en tout, complices de nos miliciens verbalisateurs à 135 €, de nos médecins fous, des professeurs qui masquent les enfants dès l'âge de 6 ans, de nos laboratoires qui veulent fourguer des vaccins à toute allure. Comme disait notre ami l'autre jour, c'était moi l'ami, nous sommes en plein Truman Show. Nous allons nous réveiller pour sortir du décor, pour démanteler la société de production de ce reality show monstrueux qui est fait pour nous transformer en chinois dociles un jour ou l'autre. Gustave nous a dit l'autre jour, j'ai vu un graphique incroyable, l'argent dont avait disposé l'un et l'autre candidat à la présidence américaine et d'où il venait. Alors côté Trump, déjà 5 fois moins d'argent que l'autre côté. Ensuite, et c'est là le plus important, côté Trump, on voit que des sociétés qui fabriquent des voitures ou qui vendent du pétrole ou des grands magasins, etc. Mais côté Biden, les 3/4 des sociétés qui traitent de l'information sont présentes. Google verse 10 fois plus d'argent que tous les autres, Facebook, etc. Donc les sociétés qui fabriquent la réalité, qui altèrent les faits, qui disent non, ça on n'en parle pas, pour s'entendre avec celles qui font pareil en Chine, ce sont ces sociétés-là qui financent Biden. Je ne vois pas comment tu veux qu'on en sorte donc, a dit Maxime. À ce niveau-là, a conclu Gustave, on n'en sortira que par la providence. Quelque chose va provoquer l'effondrement de ce système d'asservissement, quelque chose où quelqu'un a dit Vladimir, a dit l'abonné au monde, tu ne vas pas nous reparler de ton Poutine, hein, il est question de Trump. Et là, il a dit, en ce moment, c'est la même chose, Trump et Poutine, ils ont un ennemi commun, c'est la Chine. Et comme je trafique beaucoup sur Internet en russe, je peux te le dire, il y a un truc, c'est que tous les hackers russes, dont nous savons ce qu'ils valent, sont sur le coup des machines à voter américaines pour aider Trump dans sa démonstration pour essayer de balancer à la terre entière la preuve de la fraude géante par des relevés de session minutés le soir du vote. Surtout dans les États clés, mais pas seulement. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je demandais, ça veut dire qu'ils sont un peu cons. En ce moment, ils essaient de remettre à zéro à toute allure les machines dans les États clés où il y a des litiges, en Géorgie par exemple. Mais personne ne s'intéresse aux États où Trump est passé en tête sans problème. Il a donc définitivement gagné. En fait, il aurait dû passer encore plus facilement s'il n'y avait pas eu de fraude, mais surtout personne ne s'est donné la peine d'aller effacer les traces de la fraude dans les machines des autres États. Et comme la fraude concerne, d'après ce que j'ai lu, tous les États, y compris ceux que Trump a gagnés, le schéma de l'arnaque logicielle s'y trouve aussi. Il paraît qu'il y a une faille dans les machines, a dit l'abonné au monde, mais attention, ça ne veut pas dire que la fraude a bien eu lieu. Et je te souhaite du plaisir pour le prouver. C'est pourquoi je dis, a répondu Vladimir, que les hackers russes travaillent sur la preuve en ce moment. Et ils ne la balanceront pas à la justice américaine seulement, mais à tous les curieux dans le monde entier, comme l'aurait fait Julian Assange, dont les équipes d'ailleurs pourraient bien obtenir la libération sur ce coup-là. Et là, l'abonné au monde a répondu presque vengeur, ça fait rien, Google éteindra leur curiosité en effaçant la référence de leur site. Mais tu vois, m'a dit Vladimir, ce mec-là est tellement du côté du manche qu'il ne s'est pas encore rendu compte qu'il est assis dessus. Et j'ai trouvé ça digne de faire la conclusion. À la semaine prochaine, merci.